Donc, c'est quoi les spécificités du conte québécois? Et après, on passe à d'autres personnes. Et puis après, donc, le débat est ouvert, en fait. Là. On va discuter entre nous autres. Et donc, c'est ça. Donc, Marie Cournoyer avec un de ses poèmes. La nuit dernière, à force de documenter sur le conte, de préparer, ben, il m'est venu un petit texte qui a rapport un peu au conte québécois, à nos racines, à ce qu'on est ici. Je l'ai appelé « D'où suis-je » ? Survécu au froid, aidé de ceux qui le connaissaient, tissé et métissé avec les premiers occupants 2 siècles durant. Puis, par bateau, les canons sont arrivés et la chasse a commencé. Irréductible Gauloise en Amérique, issu de 20 générations d'êtres fiers, nourri de lacs et d'épinettes, le froid bravé, rien ne fait. Palabres et querelles, vifs échanges parfois, mais toujours de la place pour le quêteux, pour l'étranger sur le chemin. On ouvre sa porte en ces déserts des jours. Du bonhomme 7 heures à la danse à Saint-Hilon, de la chanson à répondre au violon du diable, de la corriveau à Joe Montferrand, j'ai de la sève d'érable dans le sang. Conte de l'ancêtre au coin du feu, de l'exil-trotteur au canot volant, du calme-bûcheron de drave et de minage. Je suis de bâtisseur résilient. Rire de nous-mêmes avant tout, malgré tout. Peuple grivoise et canaille, juste assez, sans abuser. De la Bolduc à la petite vie, ne pas se prendre trop au sérieux. Fort de la misère de nos ancêtres, d'enfants morts de faim et de froid, de Kamouraska à bonheur d'occasion, nous avons tant traversé, pas maintenant qu'on va lâcher. Aux aguets pour notre survie, en français chez nous, des patriotes à Riel, de Papineau à l'évêque, je suis d'un peuple là pour rester, irréductible Gaulois d'Amérique. Wow. Merci beaucoup, c'était Marie Cournoyer. Donc, c'est un poème qui résume un peu, en fait, parce que, comme j'ai dit, le conte, c'est culturel, c'est ancré dans les cultures. Et on est là, ici, dans un pays d'accueil, moi je le dis souvent, pas souvent, à chaque fois, qui nous a ouvert les bras. Et grande ouverte pour nous accueillir. Et puis une société d'accueil qui est ouverte, alors on se doit d'être respectueux de la culture ici, moi je le dis. Alors, au niveau, justement, parler du conte, le conte québécois, d'après toi, Maryse, c'est quoi un peu les spécificités d'un conte québécois? Je ne sais pas s'il y a des spécificités au conte québécois. Je pense que les spécificités du conte, elles sont pas mal universelles. C'est de... On l'entend, j'entends pas du tout. On t'entend bien, Marie. Oui, on entend bien. Les spécificités du conte québécois, on va en parler. En fait, je vais rephraser ma phrase, comme on dit. C'est quoi, en général, la morale d'un conte québécois? Ben, si on ne fait pas le lien, il va nous arriver quelque chose. Si on désobéit aux règles de l'Église. D'ailleurs, on parle bien du conte québécois parce que le conte canadien, je ne le connais pas, qui est différent parce qu'on n'a pas la même religion à la base. Et ce n'est pas les mêmes cultures, c'est la culture anglophone et ici c'est la culture francophone. C'est ça qui est très, très différent. Donc la religion était omniprésente, donc les principes, souvent les contes étaient orientés là-dessus, le bien et le mal selon l'Église, le respect des fêtes religieuses, le respect du curé. Mais en même temps, on donnait une petite licence, c'était le temps pour s'amuser. Donc, on avait le droit d'en rigoler un petit peu, de faire des farces, de s'amuser. Et ça passait beaucoup plus, pas beaucoup plus, mais par la chanson. Le petit côté grivois, le petit côté coquin, passait par la chanson alors qu'on envoyait les enfants se coucher. On les endormait avec des contes, après ça on les envoyait se coucher, là, les grands sortaient et ça passait. C'est ce qui était un petit peu plus osé, passait par la chanson, en répondre. Mais les points communs et la morale, c'est faites-le bien, faites pas de mal. Et je pense que ça ressemble à ça un peu partout. Ceux qui ne font pas bien, ben, ils se font pas. Ok, parfait. Puis moi je vais parler un peu du conte arabe classique et du conte algérien maghrébin. En fait, quand les contes maghrébins, nous autres, je me rappelle, on était petits en primaire, ou même un peu avant le primaire, ma mère, elle nous racontait. Et comme tu dis, Maryse, la morale, généralement, c'est être smart, c'est ne pas se faire voir.
c'est devenir plus intelligent, c'est le bien et le mal, ça tourne autour de ça. Au niveau du conte arabe, ceux qui, en tout cas, qui sont ici, donc pas d'origine arabe, le conte arabe, dans un peu l'ancien temps, c'était pas destiné pour les enfants. C'était pour on va dire, comme ça, des réunions de poètes et d'hommes de lettres. Et ils échangeaient des contes. Le maqam al-hamadaniya, c'était entre des vieux qui discutaient, puis ça riait, puis il y a des jokes qui sont racontés. C'est ce que je peux dire. Au niveau peut-être du conte marocain, peut-être c'est Rachid, il peut dire quelque chose, ou il a quelque chose à dire. Oui, moi je voulais dire que le conte, moi je vais parler du conte marocain, je ne connais pas beaucoup les autres, mais j'imagine que c'est un peu similaire en Algérie, en Tunisie, dans les pays du Maghreb. Il tourne autour de plusieurs éléments, j'allais dire. Contrairement à ce que j'ai entendu dire de la part de Maryse, c'est que le conte québécois est toujours entre le bon Dieu, Lucifer, etc. Le conte marocain est un peu plus, je vais dire un peu plus, il va aller chercher des choses, mais bon, du patrimoine marocain, et puis un conte qui n'est pas fantastique d'abord. Dans le conte marocain, ce n'est pas un conte, si je peux l'exprimer comme ça. Tous les contes que j'ai entendus, que j'ai écoutés de la part de ma mère, de mon père, qui était un très bon conteur d'ailleurs, et de la part de mes tantes, etc., sont tous fantastiques et qui parlent de choses, on va dire, en mettant par exemple beaucoup de mythologie. Cette même mythologie qui se nourrit surtout de l'histoire du Maroc, de l'histoire de la mythologie marocaine, et qui s'en va jusqu'à la période hellénique, la période où la civilisation marocaine ou l'histoire marocaine rejoint un peu la civilisation grecque. Et là, on va aller chercher par exemple des personnages qui sont vraiment mythiques. Je vous donne un exemple. On a par exemple ce que nous avons de commun avec la mythologie grecque, c'est d'abord, on va dire par exemple la chaîne montagneuse de l'Atlas. Alors l'Atlas dans la mythologie grecque, Atlas, c'est je pense un dieu de la première génération des dieux, c'est ça, et qui lui a été condamné suite à une guerre qu'il avait livrée contre Zeus, le dieu des dieux. Alors il a été condamné à soutenir la voûte céleste sur ses épaules, tout en gardant ce qu'on appelle le jardin des Hespérides. Alors le jardin des Hespérides, encore une fois, c'est le Maroc en quelque sorte. Pas tout le Maroc, mais disons une partie du Maroc, qui est plus ou moins, qui s'en va de Tanger au Locus, je pense. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît un peu qui connaît un peu en mythologie grecque? J'ignorais ça absolument. Pardon? J'ignorais absolument que le jardin des Hespérides était au Maroc. Oui, le jardin des Hespérides était au Maroc. Et les Hespérides, en fait, ce sont des créatures, je pense que c'est ça, hein, Roland? Je sais qu'il y a des arbres, oui. des pommiers. Oui. Alors en fait, c'est pas. En fait, c'était en fait le paradis un peu des dieux et des déesses grecques, dans la mythologie grecque, bien entendu. Et c'est là où ils s'en allaient se reposer. Ok. Et donc dans ce jardin des Hespérides, il y avait, au fait, Atlas devait aussi garder un fruit qu'on appelle le D'ailleurs, Hercule devait aller au jardin des Hespérides, c'était l'un de ses travaux, justement, oui. pour cueillir cette pomme-là. Oui. Il y a eu justement une histoire entre Hercule et Atlas, parce que Atlas a voulu jouer un tour à Hercule, il a demandé à Hercule de tenir la terre un moment. Il voulait laisser la terre à Hercule. Oui. Hercule lui a dit non, tiens la terre, je vais m'occuper de quelque chose. Il s'est retrouvé avec la terre, etc. Exact. Mais je pense que, juste une parenthèse, ces figures mythologiques sont présentes à travers les contes du monde entier, en Haïti. Oui. Même si ça ne prend pas le même nom, c'est pas la même personne, c'est pas Zeus, c'est peut-être Dambala, parce qu'il y a comme en Haïti un certain syncrétisme entre la religion catholique et le vaudou, donc on mélange les personnages, mais c'est un peu la même chose. Le merveilleux Tout à fait. nourrit un peu partout. Mais on retrouve de toutes les façons dans les contes, par exemple, quel que soit le pays, on retrouve dans le conte beaucoup ce qu'on appelle les craintes populaires, on va dire. Les choses qu'on craint, ou alors des choses, mettons par exemple, qui
qui nous fascinent tellement, puis on va toujours les retrouver dans le conte. Mais juste pour faire une histoire courte avec les pommes d'or, bizarrement, vous allez trouver par exemple dans la langue italienne aujourd'hui, on appelle ça des pomodori. Et les gens disent que comme quoi, en fait, les pomodori, ce sont les tomates en italien. Ok, et je pense que nous... Oui, c'est des Moi-même, nous avons en italien. Et donc, les pomodori, en fait, ce n'était ni plus ni moins que des tomates qui poussaient au Maroc, etc. Et que les Grecs croyaient qu'ils donnaient, la vie éternelle à celui qui les consommait. Et donc, comme les dieux grecs ne voulaient pas être concurrencés dans leur vie éternelle, donc ils devaient absolument garder ce jardin-là. Et à qui on a confié ça? On l'a confié à Atlas. D'ailleurs, on ne lui a pas confié parce que c'était un ami, non. Bien au contraire, c'était un vaincu, donc on l'a condamné justement à soutenir la voûte céleste sur ses épaules. Et fait, c'est tout. Vous allez le retrouver, par exemple, ces mythologies-là, ces mythes-là, vous allez les retrouver dans les contes marocains. Ben, comment? Vous allez les retrouver aussi dans les danses, dans les chants, dans les musiques. On va toujours les retrouver. D'ailleurs, il y a une chanson très connue d'Abdoullah Boutoukhali, c'est un grand chanteur marocain, c'est un artiste peintre aussi. Et donc, il parle justement de ce mythe-là. La même chose, par exemple, dans les danses, vous allez retrouver vous allez retrouver cette histoire-là, vous allez la retrouver dans la danse tasquimine. La danse tasquimine, ce sont des gens habillés en blanc avec un chemar rouge, etc. Ils tapent toujours sur le sol. Dans leur danse, ils tapent toujours dans le sol. C'est comme pour réveiller Atlas. Parce que Atlas a subi le sort, justement, je pense qu'on l'a exposé à la tête de Méduse. Et donc, il est devenu, tel qu'il est aujourd'hui, la chaîne montagneuse. Donc, ainsi de suite. Dans le conte marocain, il y a énormément de mythologie, bien entendu, mais il y a aussi des choses qui portent aussi une certaine morale, qui transmettent des morales. Et j'ai avec moi un texte que je ne vais pas vous lire tout de suite, mais je vais vous le laisser. Sinon, je vais le mettre sur mon Facebook que vous pouvez aller chercher, ou alors dans le site web du Centre culturel marocain. Et en fait, c'est une préface d'un livre de d'une femme qu'elle appelle la doctoresse Léger. Léger, ça s'écrit avec L-E-G-E-Y. C'est une dame qui était une sorte de guérisseuse ou de médecin, etc., qui avait un cabinet d'abord à Alger, qui avait soigné quelque chose comme 20 000 femmes, et par la suite, elle s'est déplacée à Marrakech pour élire domicile à Marrakech, et qui, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a recueilli un peu les contes marocains anciens racontés par les femmes qui faisaient partie des harems des sultans, ou alors des vieilles esclaves qui, elles, se chargeaient justement de conter des contes au sultan de l'époque, qui était le sultan Moulay Hassan, le Moulay pas le 2, mais le premier, donc le sultan Moulay Hassan. Et donc, ces gens-là se retrouvaient toujours dans une sorte de maison, c'est là qu'elle allait les voir, dans les années 1880 jusqu'à 1910. Et donc cette femme-là a fait ce travail extraordinaire d'aller mettre sur papier tous les contes, toute la tradition orale marocaine que vous allez trouver dans ce document-là. Vous n'allez pas tout trouver, bien entendu, mais au moins déjà aux 2 contes avec la préface que je trouve très intéressante. Merci beaucoup. Je ne veux pas mettre la parole. Est-ce que je peux... Juste une seconde, Jean-Yves, la beauté de la technologie, on switch avec le microphone. C'est que, juste une petite parenthèse, ce que vient de dire Serachid, c'est que moi, je me rappelle une des choses dans le conte maghrébin, algérien par exemple, c'est les 2 parents qui racontaient des contes, c'est pas juste la mère. Même le père, je me rappelle de mon défunt père, il nous racontait vraiment des contes, et puis notre imaginaire allait, puis on s'endormait. Je me rappelle d'un conte, ça c'est en fait, c'est ma mère, ça s'appelle, je ne sais pas, en Maroc, c'est une femme. Bon, je me rappelle de ce conte, elle disait, c'est une femme qui avait peur d'une mouette. Elle disait à son mari, ah, moi j'ai peur de la mouette, mais elle dit, mais je ne sors pas de la maison. Et alors,
Alors, laisser son mari sortir, je me rappelle un peu du résumé, et lorsque son mari sortait, eh ben, elle rencontrait des jeunes hommes, des hommes jeunes et beaux, comme on dit, et vous voyez, la morale, c'est de tromper son mari, de trouver, en tout cas. Je me rappelle un peu de ce conte, mais pour revenir un peu de spécificité, tout à l'heure je disais ça, c'est que, on va dire ici, ben, comme j'ai dit, le conte c'est lié à la culture et lié à l'endroit de cette culture. En arabe on dit le bay'a. Le bay'a, comme on dit en arabe. C'est-à-dire ici, le climat est rude à peu près 6 mois par année. Alors ça va se traduire sur moi j'écoute beaucoup la boîte souriante, j'écoute, en tout cas je vous dis, je suis multidimensionnel au niveau culture, mais l'endroit aussi influe, parce qu'au niveau du Maghreb, c'est pas le même climat. Au niveau du Mashriq, le Mashriq, c'est tous les pays, la Jordanie, la Syrie, etc. Le Bay'a, là-bas, c'est plus saharien. Et tout à l'heure, الأستاذ جاسم تحدث عن الحدوثة العربية الأصيلة يعني هذا يعني شيء محبب. Donc avant, il y avait quelqu'un qui a demandé, je pense, la parole. Moi, je voudrais dire... Jean-Yves Métélis ou Jean-Yves. En fait, j'ai perdu un peu le fil de ma pensée, mais en fait, je voulais parler de la mythologie, justement. Je pense que chaque territoire géographique a sa mythologie, a ses dieux. Et les Grecs ont leur dieu, ça c'est très connu, parce que c'est une culture dominante, c'est propagé à travers le temps et l'espace. Mais mon pays Haïti a sa mythologie aussi, nous avons des dieux aussi dans la mythologie haïtienne. C'est certain que les contes, d'une façon générale, traduisent justement cet aspect merveilleux, le pouvoir des dieux, le pouvoir du bien par rapport au mal, etc. Ça peut être aussi de la sagesse populaire, vous pourrir des dieux, vous pourrir des élites, etc. Mais ce qui est important, c'est que l'une des caractéristiques, à mon avis, universelle, c'est que le conte est oral, ça naît de l'orature, et c'est dans la culture profonde. Dans mon pays, par exemple, il y a cette dichotomie entre la culture populaire et la culture élitiste. Ceux qui voyagent, qui sont francophones ou anglophones, ils ont une culture, je dirais, plutôt universelle, tandis que la paysannerie, le pays profond, le pays réel, comme on appelle le pays réel, c'est une culture plutôt plus portée vers les traditions africaines ou indiennes, etc., etc. Et c'est à travers justement cette masse populaire qu'on retrouve les contes, qui est une façon orale de transmettre les traditions, les valeurs, etc., etc. Moi, je m'appelle, quand j'allais dans le pays en dehors, j'étais la capitale pour aller visiter mes grands-parents. On s'asseyait le soir sous le palmier, sous le cocotier, et on racontait des histoires justement fantastiques, des contes, etc. L'oralité, je pense que c'est un élément important aussi à travers le monde. C'est une littérature orale, en fait. J'ai oublié. Mais c'est un point très, très intéressant parce qu'au niveau, on s'informe, on lit, on s'informe à gauche et à droite. Et c'est vrai, ce que mentionne Jean-Yves, c'est qu'il y a des cultures, surtout en Afrique, on va dire. Les conteurs, c'est eux les historiens, parce qu'il n'y avait pas d'écriture de l'histoire. Et ça se compte. Je ne sais pas si vous vous rappelez Lutz, Racine, le film Racine de Alex Allais, exactement. Et lui, en fait, il a retrouvé ses racines, il a retrouvé sa généalogie, mais il est allé en Afrique, puis il a rencontré justement un conteur. C'est lui qui a rencontré tel. Alors pour dire que les conteurs, ça avait leur importance en tant qu'historien. Et puis aussi une chose, on parle donc du conte. Il y a le conte des Premières Nations. Une fois, j'ai assisté justement à un débat et puis à un échange de contes. Il s'appelle Bob Crow, il est connu, c'est un conteur de Premières Nations. Lui, il dit, parce que nous autres, ce que j'ai compris, c'est que
on compte pour qu'on soit écouté. Nos parents, ils nous comptaient des comptes, on les écoute. Chez les Premières Nations, il dit la job du compteur, c'est de compter et de surveiller le feu. Sa job, c'est pas qu'il soit écouté. Donc il continue à compter, il surveille le feu. Alors, vous pour dire qu'il y a des gens qui vont l'écouter, il y a des gens qui vont dormir, et il se relaie à 4 h du matin, okay, il termine son compte, il y a un autre qui va continuer, puis il surveille le feu. Pour dire les spécificités du compte, الأستاذ جاسم اللي كانت تتكلم كلمة عن الحدوثة العربية يمكن بس أنا لي مداخلة بسيطة بس بدي أحكي فيها بموضوع الحدوتة أو الحكاية أو القصة. خليني أقول شيء أول شيء أن كل هذه الحكايات والروايات هي جزء من التاريخ الإنساني بالمطلق. يعني خليني أنا أقول شيء، أنا قبل ما أجي على كندا أوكي ممكن يعني الكون يعني أنا ما كان في عندي احتكاك مع الدول الغربية أوكي، ممكن أتساءل بيني وبين حالي مثال يعني أوكي، ممكن بخليكم مثال كون يعني هناك بون شاسع بين يعني الشرق اللي أنا كنت عايش فيه والغرب. يعني كانت الثقافي كون نحن كنا بمرحلة معينة بسوريا بعد الجلاء يعني صار في بعد عن الثقافة الغربية، ولكن يعني أنا اللي شفته هلا بموضوع كندا، وجودي بكندا، كم أنا عاشق لهذا الوطن الجديد، وكم أحترم أهل هذا الوطن الجميل، وكم أفخر يوما لما أحصل على الجنسية الكندية أن أكون كنديا ومخلصا لهذا البلد. ليش؟ في أسباب كثيرة. لما أنا جيت على البلد وشفت المجتمع الكندي كم يتفاعل مع بغض النظر أنه هو مجتمع يعني مهاجرين من جميع أنحاء العالم، ولكن الثقافة، أين الثقافة؟ هي الأخلاق. وأين هي الأخلاق؟ بالفعل لما أنت بتجي بتلاقي الشعب الكندي أو جزء من هذا الشعب اللي أنا شفته خلال وجودي بكندا واستقباله إلى السوريين في هذه الأزمة التي يعيشها المواطن السوري. كم شعرت أنا يعني الناس بكندا، يعني أنا شفت أو سمعت بعض الحدوثات الجميلة، يعني إنه سيدات من مونريال بدأوا ببداية لما بدهم يجوا الريفوجيه السوريين لهون صاروا يعملوا كنزات وجواكيت مشان يستقبلوا فيهم السوريين. هذا الحالة الإنسانية كويس، يعني هذا الشيء اللي أنت عم تشوفه كنا نشعر إنه هل نحن العرب عاطفيين جدا؟ لا يا سيدي، بكندا يعني ممكن تحكي أنت مع أي شخص بكندا وإذا شاف مثلا حالة إنسانية يبكي. برأيي أنا هذا تراث إنساني لا ينفصل بين الشرق والغرب. شكرا. Je vais résumer un peu ce qu'a dit Ustad Jassim. Il dit que, en fait, la culture, c'est universel, c'est humain, et le conte, c'est humain. C'est tout à fait vrai. Et il dit que c'est quoi la définition d'un conte? En fait, c'est une définition du conte arabe et qui s'applique aussi à tous les contes. Des contes, c'est les valeurs, c'est les valeurs d'une culture. Il dit le conte, c'est les valeurs d'une culture, c'est ça la définition d'un conte. Et il dit aussi que, c'est-à-dire les Syriens, voilà, c'est des Syriens, c'est des Arabes, ils pensaient que, juste on va dire les Arabes ou les Syriens, c'est nous qui sommes, c'est-à-dire qu'on est sensibles, on est des gens sensibles, et il dit, parce qu'on était loin de l'Occident, et que le fait qu'ici au Canada et au Québec, l'accueil des réfugiés
Ben, les Syriens ont découvert que les Occidentaux aussi, c'est des gens très sensibles. C'est des gens, et puis ils ont des valeurs humaines, c'est des valeurs qui sont partagées par toutes les cultures. C'est un peu ça, ce qu'a dit Jassim. Donc, s'il y a une autre personne pour... Non, j'attends pas. Il va parler du conte italien. Non, je parlais de... Je vais juste dire deux, trois choses, pas plus que ça. Là. Alors, ce que j'aimerais dire, on a parlé ici, on a parlé ici, je pense, de mythologie. Le conte pouvait s'inspirer de mythologie, tout ça, puis la culture. Mais moi, je pense que le conte, Marie, toi, tu en as parlé, tu as souligné le mot fantastique. C'est ça, c'est important dans les contes. Éléments fantastiques. Ça, pas grand monde touche à ça. Éléments fantastiques, voire même la magie. Dans un conte, il y a de la magie. Dans un conte, il y a des animaux qui parlent. Il y a des arbres qui parlent. Il y a des nuages qui parlent. Il y a des poissons qui parlent. Ça, c'est important, c'est ça un conte. Ce n'est pas nécessairement inspiré de la mythologie, on pense ça. Ça peut être inspiré vraiment d'un fait réel, dans un village, par exemple. Un village perdu dans le bois, là. Il peut y avoir une rumeur, puis là, le conte peut partir de là. Moi, je crois que c'est comme ça, ça se passe un conte. Et non pas la mythologie. La mythologie, c'est un autre domaine. C'est un autre domaine du conte, peut-être. Ben, c'est même pas un conte, là. C'est juste, moi, en tout cas, je trouve que c'est ça, là. Non, je pense que tu as raison, Giuliano, vis-à-vis du conte des Premières Nations, parce que ça me rappelle lorsque Bob Crow parlait justement, c'est quoi le conte des Premières Nations, il dit, nous autres, lorsqu'on dit un conte, d'ailleurs c'est un conteur international, lui il est allé au Maroc, il est allé dans l'Afrique pour conter, c'est sa passion, il compte. Alors il dit, nous autres, lorsque je te dis un conte ou je dis un conte, c'est tiré de notre nature, de notre environnement. Lorsque je te parle d'une montagne, qu'il y a un ours et puis qu'il y a une rivière, moi je sais où est-ce qu'elle est la rivière, où est-ce qu'il est la montagne. J'ai vu l'ours. Alors ça rejoint un peu ce que dit donc Giuliano. On pense à Aziz Daouni qui veut faire une intervention. Alors, j'aimerais dire, le côté fantastique, c'est ce dont je voulais vraiment parler, et c'est très intéressant comme objet du conte. En fait, pour le réaliser, la plupart des contes, ils sont constitués de 13 étapes. La plupart des spécialistes qui ont décortiqué le conte, ça se constitue en 13 nœuds. Si on fait plus, si on fait moins, il y a toujours des lacunes. Mais généralement, c'est 13, c'est universel. La seconde chose, c'est que le conte, sans le conteur, il perd beaucoup d'éclat. Le conteur, il y a des conteurs où, lorsqu'on assiste à leur conte, à leur façon de conter, de raconter, on vit les choses, on entend le chant des oiseaux, le coq qui fait cocorico, des fois, peut-être on va sentir la chaleur alors qu'on est en plein froid. Et le plus beau dans tout cela, c'est que même si on nous offre n'importe quoi, on ne va pas quitter notre place pour vraiment terminer le conte jusqu'à la fin. Parce que pourquoi? Parce qu'il y a tout un suspense, tout le fantastique qui se dégage, et on est perdu dans le monde, dans notre imaginaire, on est en train de visualiser, entrer dans un rêve onérique, tout l'instant onérique, ça va faire quelque chose, l'émission. Un rêve onérique, tout en étant là, réellement assis devant quelqu'un qui a raconté ce conte peut-être 1000 fois, mais pas toujours de la même façon. Toujours l'âme, c'est quelque chose d'authentique, avec une voix imposante, tu sais quand augmenter, abaisser la voix, l'intonation, le volume, il y a beaucoup de détails qu'on exprime avec la voix, que l'on est vraiment, on se sent dans le camp, on est là avec, des fois on sent la peur d'un animal, d'une personne, parce que peut-être on est juste à côté de lui, derrière lui-même, et c'est ça, le côté fantastique des contes, et des fois c'est ça aussi comme des berceuses, pour s'endormir, mais là pour les adultes aussi, pour vivre
pour nous transporter via un monde aux confins peut-être de l'univers, je dirais, onirique aussi. Donc voilà, le conte c'est ça, c'est la personnalité du conteur, le conte fantastique, la structure des contes et aussi la culture, parce que chez les Arabes, lorsque un Arabe voit quelque chose de bien, il dit, ceci, je veux dire en arabe, c'est-à-dire ça rafraîchit ma poitrine, bien, je sais pas, mon thorax. Mais en fait, ici dans le monde occidental, en francophone, on dit, lorsqu'on trouve quelque chose de beau, on dit ça fait chaud au cœur. C'est pas la même chose par l'autre, c'est le désert. Là, c'est d'autres contextes. Il y a aussi des personnages énigmatiques. En arabe, nous avons Juha, Maroc, les Juha. Il y a d'autres, à chaque région, ils ont un personnage, ça peut être un animal, un homme, une femme. Bon, donc, mais de toute façon, il y a toujours le côté mystique, le côté fantastique, et toujours chez vous à écouter un conte. On a aussi une intervention après, s'il y a après l'intervention, donc en close cette belle dame juste à côté de moi qui bonjour, tout d'abord, ما عندي أي إيمان بهذه القصص ديال القصص والحكايات، mais j'ai donné l'exemple ديال الجحا. C'est-à-dire que j'ai pas une connaissance par rapport à la thématique, mais ce dont je me rappelle, c'est-à-dire les contes qu'on me racontait, c'est toujours la personne fait référence à un personnage ديال الجحا. Non, mais je dis le cas ديال الجحا. جحا ما فيه لا mythologie. Moi je suis dans la méthodologie, des formations professionnelles, ni fantastique ni rien. C'était plus des règles de vie, des codes de vie. Et donc je voulais savoir le conte شنو هو المعنى ديالو يعني في السيمانتيك العربية. واش هي القصة ولا الحكاية ولا est-ce qu'il y a un terme propre للconte العربية؟ أنا ما لقيتوش، ما قريت السؤال. هو أظن en tout cas, la madame a posé une question concernant c'est quoi la définition, comment on appelle le conte en arabe, éventuellement c'est Hadoutha, ou en tout cas, on pourrait trouver la réponse. On va juste tirer une intervention brève, puis on peut on cherche parfois à donner comme à aller chercher par exemple une traduction mot à mot de quelque chose alors que ce n'est pas vraiment ça. Hadoutha étant par exemple les gens de l'Orient par exemple, les gens qui sont plus par exemple syriens, égyptiens, etc. On l'appelle Hadoutha. Nous au Maroc on l'appelle Jaya. D'autres vont l'appeler Hikaya, etc. Mais de toute façon ça ne sert à rien de traduire. Ce n'est pas du tout la même chose. C'est bon. Ça n'a pas la même chose. C'est bon, merci. C'est Rachid. Donc, en gros, puis pour dire, il y a juste une chose. Juste une petite clarification, si c'est possible. Pour la mythologie, vous parlez de la mythologie, ce n'est pas une forme de conte. La mythologie, il était là parce que l'homme autrefois cherchait des réponses. C'est ça, parce que la mythologie, la raison d'être, la mythologie, c'est dans les sens. C'est ça, je disais que la mythologie, la raison d'être de la mythologie, c'est donner un sens à l'univers. C'était sa raison d'être. Ce n'était pas une forme morphologique du conte. Ça n'a rien à voir avec. Vous pouvez savoir aussi avec, par exemple, La Fontaine. Le conte de La Fontaine, c'est la même chose. La Fontaine, c'est la même chose. Ok. Donc, après, on pourra jaser ce qu'ils veulent jaser dans ici. Juste pour dire que moi, ce que je remarque, donc, vraiment, vous voyez que c'est un bel échange, une ouverture entre les cultures, c'est que notre génération, moi je trouve, c'est ma façon de voir ça, moi je trouve que notre génération, avec les contes de nos mamans, de nos grandes-mères, ça nous a développé beaucoup notre imaginaire, je sais pas, moi je trouve, et c'est dommage que nos enfants, maintenant, avec les tablettes, avec la technologie, des fois, ça développe même des tics et des problèmes, on va dire, nerveux et tout.
Alors qu'il n'y a pas mieux que sortir, de prendre une marche dehors dans la nature, écouter un conte. Alors je vous encourage et je m'encourage à ce que ceux qui connaissent les contes, de les raconter à vos enfants. C'est une des choses pratiques dans ça, de cet échange de quelque chose de pratique. Mr. Jassim, هو puis on close. أنا بدي أقول شغلة يا حكيم. الحس الإنساني أو الموروث الإنساني ليس بالضرورة هي ثقافة تنتقل ما بين الشرق والغرب، ولكن أنا أعتقد الحس الإنساني أو الفطرة الإنسانية هي موجودة بكل المجتمعات، وليس بالضرورة أن تنتقل عن طريق ثقافة أو كتاب أو أي. بالصور يعني نتذكر نحن بسوريا موجودة، في المغرب وفي كل وهون موجودة. يعني نتذكر كانت لما مثلا نسمع الحتوته يعني او الحكايه الصغيره اللي كانت لما مثلا جدتي لما كنا صغار تحطني على حضنها وتغني لي اوكي اغاني من التراث اوكي، او تحكي لي حتوته صغيره. طيب انا لا اعلم ان كان هذا الموروث موجود هون ولا لا، بس انا بتصور كونه انسانيا هذا موجود بالفطره هون، بغض النظر انه هل قرئ ضمن كتاب ولكن أنا برأيي الفطرة أو الحس الإنساني موجود بكل المجتمع. Donc, je traduis un peu ce qu'a dit Mr. Jassim, c'est que les contes, comme il a dit, c'est dans notre, en tant qu'humain, on véhicule des contes. C'est pas en lisant qu'on découvre des contes, ou c'est en lisant les contes d'une autre culture, où il y a un transfert de contes entre les cultures. C'est qu'en tant qu'humain, on a des choses à raconter. Notre imaginaire, il nous encourage à raconter des choses. Et c'est un peu ça ce qu'a dit Mr. Jassim. Et puis si vous voulez, à la fin, donc jetez un coup d'œil sur la calligraphie de Mr. Jassim avant de quitter. Je vous remercie beaucoup. Et je remercie beaucoup donc ceux et celles qui sont venus ici. Puis je nommerai donc Marie Cournoyer, je nommerai Jean-Yves Métellus, Juliano Santilli, Mr. Jassim Dendachi, M. Rachid Hamarras, Roland Bergeron, Omar Alexis qui est parti, et d'autres, Stade Denis Chebla. Je remercie le Centre culturel marocain d'Al-Maghrib, et puis sous l'égide donc le directeur Jafar Dabbar, j'ai un petit blanc de mémoire. Je remercie beaucoup Aziz Daoud qui fait beaucoup, c'est la fourmi travailleuse ici, c'est un musicien, il s'implique beaucoup de techniques et tout. Et c'est lui le responsable culturel ici au Centre d'Al-Maghrib. Je vous remercie beaucoup et on vous donne rendez-vous à la prochaine.